Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici au Palais du Pharo et puis de nous suivre sur les réseaux sociaux et par Internet. Nous avons un débat en ce moment qui va s'ouvrir sur quand le numérique se met au service du vivant et de la biodiversité, des green tech au spatial, partage d'expériences Afrique-Europe. Vous voyez que le sujet qui nous a été concocté par Samir Abdelkrim est un sujet large qui permettrait de débattre pendant quelques jours, mais nous avons 40 minutes pour essayer d'éclairer ce sujet avec nos intervenants. Il s'agit tout simplement de voir comment, face aux défis de la biodiversité, face aux défis climatiques qui sont évidents en Afrique, si les technologies, si les startups, si l'innovation, si le numérique peuvent apporter des solutions et si les acteurs sont prêts à se mobiliser en Europe et en Afrique pour se coltiner à ces problèmes qui sont des vrais problèmes de terrain et des vrais problèmes cruciaux qui ne font que s'aggraver. Donc c'est de cela dont nous allons parler, au-delà des grands mots. C'est du concret, c'est du vivant, c'est ce que nous allons voir avec nos intervenants. Et c'est Julie Rampal, journaliste à Gomet, qui nous les présente. Merci Christian. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir trois intervenants de choix. Donc Frédéric Guilleux, vous êtes directeur du Technopole de l'Arbois, premier technopole dédié à l'environnement en France. Si je ne me trompe pas, vous accueillez 110 entreprises qui œuvrent dans ce domaine et vous êtes par ailleurs directeur de la pépinière CleanTech au sein du Technopole qui accompagne 42 jeunes startups pour les aider justement à se développer dans le domaine de l'énergie, de la gestion des risques, de la valorisation des déchets et tout ce qui touche de près ou de loin à l'environnement. Nous recevons aussi Max Fontaine, donc vous êtes entrepreneur, vous avez fondé la start-up Bondi, donc, qui a pour mission de reboiser Madagascar pour l'instant. Après, peut-être que vous vous déploierez dans d'autres endroits du monde. Donc, entreprise fondée à partir de 2019, c'est bien ça. Et ce qui est particulier avec Bondi dans ce reboisement, c'est que vous faites en sorte de ne pas implanter qu'une seule espèce d'arbre. Vous êtes en relation avec les populations locales pour connaître leurs besoins et faire en sorte que les arbres que vous plantez leur apportent quelque chose et soient rentables pour elles. C'est une très belle mission. En 2020, 87 000 arbres ont été plantés grâce à Bondi. Voilà, donc bravo à vous en tout cas. Et enfin, notre dernier intervenant, Sekou Ouedraogo, vous êtes président de l'African Aeronautics and Space Organization, qui œuvre pour accélérer le développement durable du continent africain. Voilà, donc il y a cette idée que le continent africain peut se développer dans ce domaine de l'aéronautique et du spatial, tout en étant respectueux de la planète. Et vous êtes en parallèle chef de projet aéronautique pour le groupe Safran, fleuron français de l'industrie aéronautique, au sein duquel vous portez de nombreux projets. Vous allez nous en parler. Et je repasse la parole à Christian Apotelos pour lancer le débat. Merci. Donc Sekou n'est pas là en tant que représentant de Safran, mais bien de son association et son organisation, mais il a quand même une carrière qui est visible sur les réseaux sociaux, et c'est un ingénieur qui va nous expliquer comment on fait le lien justement entre le spatial et le vivant. Là, je vous laisse le suspense parce que c'était pas évident, y compris pour moi quand j'ai vu arriver ce sujet. On va commencer tout de suite avec Max Fontaine, parce que vous êtes, à Madagascar, sur une île dont on connaît les dramatiques problèmes, y compris alimentaires, qui sont assez aberrants parce que cette île ne devrait pas avoir de problème alimentaire. Hein. La terre y est, le climat y est, les hommes et les femmes y sont, et puis il y a ces problèmes-là, il y a ces problèmes de déforestation, et vous avez décidé de vous y attaquer de façon très concrète, très précise, en négociant avec des paysans pour avoir les terres, pour planter des arbres, pour que les arbres restent, et pas simplement qu'on puisse proclamer qu'on a planté 10 000 arbres, mais qu'un an plus tard, ils soient toujours là. Comment, quand on est un acteur comme vous, qui est directement sur le terrain, on peut faire accéder à des technologies, à des innovations, à du travail sur les datas qui vont vous permettre de travailler peut-être mieux et plus vite. Qu'est-ce que vous attendez des gens qui sont là, qui sont des technologues, de Frédéric Guilleux qui voit passer des dizaines de startups chaque année? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce monde de la technologie et de l'innovation dans un métier qui paraît purement agricole? Bonjour à tous et merci pour cette introduction. Alors c'est vrai que nous on travaille dans le secteur de l'environnement, donc on a cette image un peu du milieu rural qui est toujours bloqué sans les technologies. Et pourtant les technologies peuvent vraiment améliorer les projets environnementaux. Pour donner des exemples très concrets,
Nous travaillons par exemple sur un système de blockchain pour faire le suivi de nos arbres. On est partenaire avec 2 entreprises américaines où chaque arbre en fait est tracé sur une application avec des photos. Ça permet de faire le suivi, donc on peut collecter des données dessus, la présence de pathologies, la croissance. Et on sait que quand un arbre ne survit pas, on peut le localiser et puis le replanter tout de suite. On travaille aussi avec un outil de surveillance spatiale. Donc ça, c'est un projet pilote avec une entreprise finlandaise qu'on a rencontrée à la COP26 à Glasgow. Donc ça nous permet de faire des suivis spatiaux des surfaces qu'on a replantées. Et sinon, il y a aussi d'autres outils technologiques qui nous aident au quotidien, comme par exemple des kits d'analyse des sols rapides qui nous permettent de prendre les bonnes décisions sur les espèces à planter, sur les nutriments qui sont actuellement présents dans le sol. Donc oui, l'environnement et la technologie peuvent très bien travailler ensemble. Est-ce qu'à Madagascar, vous avez des acteurs qui sont avec vous, et des startups qui sont potentiellement des partenaires pour vous? Alors, on essaye de travailler au maximum avec des entreprises locales. Donc, par exemple, dans nos pépinières, nous avons des gaines plastiques où on doit faire grandir les jeunes plants avant de les mettre en terre. Et on s'est rendu compte qu'on ne savait pas quoi faire avec ces gaines plastiques, vu qu'on ne peut pas encore recycler le plastique de façon durable à Madagascar. Donc là, on s'associe avec des initiatives locales, par exemple, qui reprennent toutes ces gaines pour en faire des chaises, des bancs, des meubles, des tables. Mais en termes de technologie pure et d'innovation, pour l'instant, c'est surtout des partenaires européens et américains. D'accord. Frédéric Guilleux, je vois que vous les yeux pétillent parce que vous dites qu'il y a des innovations chez nous qui pourraient peut-être s'appliquer à cette problématique. Vous pouvez retirer le masque pour parler, on a le droit. Je pense que vous me connaissez bien, Christian, effectivement. Il faut savoir que sur ce territoire métropolitain, sur Aix-Marseille-Provence, on est l'un des premiers pôles européens travaillant dans le domaine des technologies de l'environnement, ce qu'on appelle aujourd'hui les clean tech. Et effectivement, aujourd'hui, ces technologies de l'environnement adressent des sujets de plus en plus propres à ces pays comme l'Afrique, parce que du coup, on a une maturité technologique. Effectivement, on parle d'innovation, on parle de numérique, qui permet de faire en sorte que par de la data, par du traitement d'images, par des reconnaissances satellitaires, on peut faire du monitoring de la planète et on peut suivre le développement des projets environnementaux. Là où avant, on avait du mal à avoir des indicateurs nous permettant de constater si on avait une évolution positive ou pas sur ce qu'on pouvait faire. Il faut voir, c'est que depuis 2008, avec la crise financière qu'on a vue au niveau mondial, on a eu beaucoup d'investissements qui sont portés sur le numérique et beaucoup de maturité technologique qui sont arrivées sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette prise de conscience mondiale autour de la nécessité de prendre soin de notre planète, on s'aperçoit que ce soit des sujets liés à l'électronique, liés au spatial, liés à la data, à tous ces sujets qui étaient plutôt sur des filières clés. Aujourd'hui, ces filières clés adressent leur technologie à la protection de l'environnement. Donc effectivement, sur ce territoire provençal, on en est un petit peu les spécialistes au niveau européen, on en est fiers. Alors, qu'est-ce qui est transférable? Parce que j'ai en tête quelques boîtes qui sont dans la pépinière qui pourraient peut-être répondre à ces problématiques de Madagascar qui a urgemment besoin de combattre. Ce n'est pas un combat pour dans 10 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut arriver à trouver des solutions. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Je ne vais pas être forcément. Allez, on peut donner quelques exemples. On va pouvoir concrets. donner un exemple. Une des problématiques, effectivement, de Madagascar et globalement de l'Afrique, c'est la déforestation. Une des problématiques aussi des pays africains, c'est la pollution de sol, notamment la pollution de sol et des rivières liée en fait au fait qu'on ne sait pas traiter les eaux usées. Il y a une technologie aujourd'hui, une société en France qui s'appelle Bamboo for Life, qui permet de traiter par une technologie qui s'appelle la phytorémédiation, une plante qui a été sélectionnée, qui s'appelle qui est le bambou. Et ce bambou en fait est une plante magique parce que grâce au système racinaire des bambous que l'on peut contrôler, ceux qui disent effectivement que les bambous ne sont pas contrôlables et partent à droite à gauche, non, ça se contrôle. Mais par rapport au système racinaire, quand on va apporter la pollution au niveau de ces rhizomes-là, le bambou va séquestrer les polluants, va s'en servir pour se nourrir, va se servir de ça pour absorber du CO2, faire en sorte qu'en fait une bambousée qui est une station d'épuration, en fait c'est un parc paysager, donc quelque part naturellement ça fait un effet adiabatique, c'est un effet de réchauffement de réchauffement bioclimatique à ciel ouvert. Donc ça, typiquement, ça pourrait être une des technologies qui pourrait être très largement applicable à Madagascar, c'est-à-dire qu'on fait avec le végétal qui est sur place et on fait du bien aux pollutions qui sont en place. Il y a beaucoup de technologies, une dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui a un lien entre la biodiversité et le numérique et qui se développe beaucoup effectivement dans ces pays africains. C'est une technologie développée par une société qui s'appelle Kista,
Kista, c'est une société qui a développé une machine qui permet de simuler la respiration de l'être humain et de capturer les moustiques dans un rayon autour de 60 mètres autour de la machine. Ils pensent qu'il y a une personne à venir piquer. Alors, c'est entre du CO2 et un leurre olfactif, et le moustique va venir être séquestré, ce qui permet, dans un rayon de 60 mètres autour de la pépinière, d'avoir des taux de capture de 88% de moustiques. Et on sait que c'est le principal vecteur de propagation de maladies en Afrique, mais grave, de plus en plus avec le réchauffement climatique en Europe. Il y a aussi les éléments de captation dans le sol qui permettent de réguler ce qu'on va apporter au sol aussi, sur lequel vous travaillez avec un certain nombre d'acteurs. Oui, beaucoup de startups, effectivement, viennent déterminer si les sols sont suffisamment fertiles, si les sols ne sont pas trop salés, et c'est une des grosses problématiques que l'on a globalement au niveau mondial. Donc, avec ces capteurs que l'on utilise, il y a une société, alors tout ça, ça concerne aussi l'irrigation. Localement, à Marseille, pas loin du Vieux-Port, il y a une très belle start-up qui s'appelle Telaqua, qui est sur ces logiques d'irrigation intelligente et qui notamment développe et qui travaille avec une des start-up du Technopole pour développer un capteur que l'on va mettre dans les sols. En fait, c'est un capteur qu'on va descendre à 1 mètre de profondeur et qui, sur différentes strates, va permettre de déterminer s'il y a de la sécheresse, s'il y a une remontée de sel et d'adapter effectivement les cultures et la fréquence de rotation des cultures en fonction pour ne pas épuiser finalement notre ressource. Et alors, un grand opérateur de notre région, qui est la Société du Canal de Provence, utilise ce type d'outils pour réguler l'irrigation et ne pas gâcher l'eau ou arroser quand il n'y en a pas besoin ou laisser un stress hydrique qu'on n'aurait pas pu voir. Donc, le Canal de Provence, à grande échelle, l'utilise déjà sur notre territoire. Donc, on vous invite à venir visiter ces installations. Il n'y a pas de problème. Max Fontaine, je voudrais que vous nous disiez quand même sur votre principe de fonctionnement. Comment vous mobilisez les entreprises? Parce que vous n'attendez pas des subventions pour faire ce que vous faites. Vous mobilisez des entreprises. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de contrôler et de donner des outils de contrôle qui fait que celui qui a payé, et il paye quoi, va être sûr qu'il y a bien un arbre qui est en train de pousser. Alors oui, c'est vraiment ça. Le problème du reboisement à Madagascar, c'est pas qu'il n'y en a pas assez. Toutes les entreprises, les ministères, etc., tout le monde fait déjà beaucoup de reboisement, mais on ne voit pas l'impact concret en fait, de ces activités. On peut planter des millions d'arbres, s'il n'y a pas de bénéfices environnementaux, ni sociaux, ni économiques, c'est de l'argent perdu. Donc nous, on a analysé les causes de l'échec du reboisement, qui sont principalement un manque d'expertise technique, donc on plante des espèces qui ne sont pas forcément adaptées, un manque de suivi, généralement on plante des arbres, on prend des photos et on y va. Et enfin, un manque d'implication des populations locales. Oui. Donc nous, on a Très créé... important, ça. C'est le plus important. On a créé un modèle qui répondait à toutes ces problématiques dans le but de faire des reboisements qui coûtent certes plus cher, mais au moins il y a un intérêt, il y a un impact au bout du compte. Et on a convaincu les entreprises en leur disant... Alors, c'est quelles entreprises que vous avez convaincues? Alors, on travaille avec les plus grandes entreprises locales, par exemple Telma, qui est le leader en télécommunications à Madagascar, où on a aussi des partenaires comme DHL ou Lacoste, qui ont cru en notre modèle et qui ont compris que le reboisement, il faut le payer plus cher, mais qu'il faut que ça ait un impact. Et comme nous sommes une entreprise sociale et non une association ni une ONG, on a un devoir en fait de résultats auprès de nos partenaires et c'est ce qui nous pousse à toujours innover et trouver des solutions efficaces et qui marchent concrètement et des solutions à la fois innovantes techniquement mais aussi socialement. Alors, innovante techniquement, j'ai noté, alors je ne pensais pas du tout qu'on arriverait sur la blockchain dans ce débat, mais blockchain, l'arbre et le financeur, qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est dans un souci de transparence. En fait, on a fourni des téléphones à nos agents de suivi. On a des agents de suivi dont l'unique métier, c'est de faire le tour des parcelles qui ont été reboisées. Et ils ont des ordres sur tel jour, ils doivent aller suivre telle parcelle. Et ils font un suivi. Donc, ils prennent une photo, ça donne la localisation exacte. Ça envoie la photo à la personne qui a financé l'arbre. Donc, c'est toujours pour un souci de transparence. Et on saura dans le suivi, quand on va reprendre une photo à cet endroit-là, on pourra savoir si c'est vraiment le même arbre qui est dans le suivi. Et on collecte toutes ces données dans une base de données au siège. Et après, ça nous permet aussi d'analyser ces données, de faire des indicateurs de performance qu'on transmet à nos partenaires. Merci. Peut-être une petite question. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté de convaincre les agriculteurs qui finalement détiennent le foncier à Madagascar. Comment vous arrivez à les convaincre de vous laisser reboiser ces parcelles? Alors c'est une très bonne question parce que c'est vraiment la partie la plus difficile de notre travail. Comme je dis souvent, la partie technique, on a des ingénieurs, ça se budgétise, ça se prépare, il y a des théories. Travailler avec l'humain, le social, ça c'est vraiment la partie la plus difficile et la plus imprévisible. Théoriquement, concrètement, comment on fait? On va dans les régions, on présente notre projet aux autorités locales. Il faut respecter aussi toutes les hiérarchies locales qui ont une forte valeur culturelle pour eux.
et on s'impose pas en fait. On met les populations, c'est elles qui choisissent les espèces basées bien sûr sur les études techniques. On essaye de comprendre leurs besoins. Est-ce qu'ils veulent planter des arbres pour nourrir leur famille, pour gagner de l'argent, pour faire de l'énergie? Il faut vraiment qu'ils comprennent que ce soit les populations qui soient les maîtres du projet. Et donc on n'impose pas, ça vient d'en bas, et c'est eux qui donnent les grandes directives. Et toutes les espèces qui sont choisies sont des espèces 100% utiles et qui répondent à des besoins des populations. Un aspect très très important. Sékou Ouedraogo, euh, quand j'ai vu que vous aviez écrit un bouquin pour créer une agence spatiale africaine et que vous étiez spécialisé dans ce domaine-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce débat? Alors expliquez-nous en quoi les satellites peuvent concerner effectivement la biodiversité en Afrique. Alors, je vais essayer d'être pédagogique, hein. Donc, l'Afrique souffre en fait, du changement climatique. Et donc, il y a pas mal d'applications spatiales qui peuvent régler ce genre de soucis. Une application, je vais vous donner la définition d'une application spatiale. Alors, une définition académique. Donc, l'application spatiale, c'est une activité dans laquelle l'utilisation de signaux ou de données issus de satellites peuvent apporter une amélioration à des services sociétaux existants et ou proposer de nouveaux services, et ce à destination d'acteurs et utilisateurs opérationnels publics ou privés. Alors, il y a 3 types de satellites. Des satellites de positionnement. Donc, tout le monde connaît, tout le monde utilise le GPS qui est américain. Il va y avoir Galileo qui est européen. Des satellites de télécommunication qui permettent d'appeler et des satellites d'observation de la Terre. Donc, c'est des satellites qui servent, dans notre cas, pour gérer les problèmes liés à la biodiversité. Donc, il y a une science qui s'appelle la télédétection et qui, justement, permet d'analyser et d'observer des phénomènes sur la Terre. Comment ça fonctionne, en fait? Alors, une surface, elle est éclairée par le Soleil. Donc, la surface réfléchit. Cette onde électromagnétique est captée par un satellite. Et après, les satellites envoient cette donnée à une station au sol qui traite l'information et qui extrait l'information dont on a besoin. Donc, avec ces genres de technologies et ces satellites, on peut gérer, par exemple, les inondations qui sont fréquentes dans nos pays. Donc, on arrive à regarder où est-ce qu'il y a des zones qui sont sèches pour aller aider, par exemple, certaines personnes et les emmener. On peut gérer les feux de forêt, parce que les plantes possèdent de la chlorophylle. Et donc, il est possible, avec des satellites, eh bien, de gérer ce genre de sujet. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien direct entre les satellites et la biodiversité. Alors, quels sont les outils qui sont disponibles en Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'on a accès justement à ces satellites et comment ça pourrait s'améliorer? Alors, depuis une vingtaine d'années, on a ce qu'on appelle le New Space, qui est une nouvelle ère dans le domaine des satellites. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 20 ans, des satellites, ça coûtait très très cher, des centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des nanosatellites qui coûtent beaucoup moins cher. Donc, le satellite ghanéen qui a été lancé en 2017, conçu par des ingénieurs du Ghana, il coûte 50 000 euros. Donc, ça permet d'avoir un champ des possibles qui est très important, contrairement à il y a 20 ans, où ce n'était pas du tout accessible pour des acteurs non institutionnels. Je parle encore moins d'acteurs africains qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, aujourd'hui, New Space, capacité à avoir des satellites peu chers. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le big data qui permet de traiter beaucoup, beaucoup de données. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 30 ans. Il y a des machines qui peuvent traiter énormément de données. Donc, voilà. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, les Africains ont une capacité à utiliser ce genre de technologie. Donc, après, les satellites restent quand même chers. Donc, les satellites qui peuvent faire des choses sont chers. Il y a des images qui sont gratuites maintenant et qui permettent de faire un certain nombre de choses. Donc, il y a des pays phares comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud qui ont des ingénieurs formés pour traiter ces données et qui utilisent ça de façon usuelle, habituelle, quoi. Voilà. Après, il reste encore un peu de travail pour avoir des ingénieurs capables de traiter les données. Si je comprends bien, il y a 2 aspects. Il y a quand même le satellite qui capte des données, et puis il y a les big data, mais il faut les traiter, les données. Est-ce qu'on a les entreprises qui sont capables d'interpréter tout ça? Parce qu'il y a un gros travail, je suppose, d'interprétation pour rendre ces choses lisibles pour des responsables locaux, des élus, des pompiers, des agriculteurs, des ministres, etc. Alors,
Alors, c'est moins développé qu'en Europe, ça, il faut être clair. Mais il y a quand même des gens qui travaillent dans le domaine, dans les pays que j'ai cités, c'est-à-dire Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, qui sont des grands pays qui travaillent dessus depuis longtemps. Donc, il y a quand même pas mal de secteurs publics qui travaillent sur ces choses-là. Il y a 8500 personnes qui travaillent dans le domaine, il y en a 6500 qui sont dans le domaine public et à peu près 2500 identifiés qui sont dans le domaine privé. Donc, ça reste quand même des choses qui sont traitées par des institutions sur le continent. Bon, il y a quelques pépites qui font des choses, mais elles sont quand même marginales. Faut être clair. Hein. Il y a une coopération entre l'Europe et l'Afrique sur ces sujets-là? Oui, il y a un programme qui s'appelle GMS Africa, qui est je crois que c'était 30 millions de dollars l'enveloppe, qui permettait justement à des pays du continent d'accéder à ces technologies. Donc il y avait de la formation, il y avait des échanges entre professeurs. Donc il y a des choses qui se font, et puis il y a des projets aussi qui sont créés par le CNES, qui existent, il y a des coopérations qui existent, il y a l'Agence spatiale européenne qui fait aussi des choses. Donc il y a quand même des choses qui existent. Hein. Qu'est-ce que vous attendriez, vous, d'une meilleure coopération entre l'Europe et l'Afrique, justement, parce que vous connaissez ces sujets-là, vous savez quels sont les outils disponibles pour qu'effectivement ils soient plus efficaces face aux défis climatiques, face aux problèmes que connaît l'Afrique? Déjà, la première chose, et ce qu'on fait dans mon association, c'est de faire de la pédagogie. Parce que quand vous allez voir un chef d'État africain et que vous lui parlez de satellites, la première chose qu'on m'a dit, un véridique, on m'a dit déjà on a des soucis avec les voitures, tu nous parles de satellites, ça a fait un peu peur, donc ce qu'il faut c'est les rassurer et faire déjà des projets pilotes. Donc pour montrer de façon concrète ce qu'on peut faire avec un satellite. Je pense par exemple à un camion du CNES qui médicalise et qui permet d'aller dans les zones blanches où il n'y a pas de médecin, doté d'une antenne satellite qui permet justement de faire des interventions à distance. Ça, c'est des choses qui ne sont pas trop chères et qui montrent de façon concrète qu'est-ce qu'on peut faire avec une liaison satellite. Donc moi, je pense que la première chose, c'est de la pédagogie, des projets pilotes, peut-être pas d'envergure énorme, mais des choses qui marquent les gens et qui montrent vraiment qu'on peut faire des choses intéressantes. Et puis aussi la formation. Il faut permettre à des gens qui ont des formations scientifiques d'aller peut-être soit en Europe, soit de permettre à des professeurs américains de venir enseigner dans une université africaine pour pouvoir justement entraîner la jeunesse à ce genre de choses, quoi. Frédéric Guilleux, on a vu arriver sur le domaine de l'environnement, a priori, ce n'était pas génétique, ce n'était pas au départ, le traitement des datas, comme si c'était naturel, mais en fait, ça n'y était pas il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, on voit que même sur ces sujets qui semblent être simplement de la culture, des fleurs, des légumes, etc., on a besoin de gens qui savent traiter les datas, et parmi les startups que vous accompagnez, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Oui, effectivement. Alors, juste, je voulais rebondir sur l'intervention précédente pour dire que sur la métropole Aix-Marseille-Provence, on a créé un pôle de compétitivité dont le métier est de travailler effectivement sur ces données satellitaires et comment on les valorise sur les territoires pour gérer les risques et notamment les risques liés au réchauffement climatique. C'est un pôle de compétitivité qui est présidé par une société qui s'appelle Thales Alenia Space, qui est pas loin, qui est à Cannes, et qui se situe effectivement sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et dans tous les projets, que ce soit sur les feux de forêt, les ouragans, les tsunamis, les inondations, sont effectivement des projets pour développer des capteurs, faire de la reconnaissance satellitaire, pour donner des outils de reconnaissance et d'intervention pour la sécurité civile et pour avertir la population de ce qu'il faut faire. Donc effectivement, il y a le CNES, effectivement, il y a l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et les projets, que ce soit Copernicus ou voilà, tout ça, effectivement, sur le territoire métropolitain, on est parfaitement au fait de tout ça, donc on pourra en discuter tout à l'heure. Et pour répondre effectivement à votre question, Christian, aujourd'hui, effectivement, la data, elle est clé. Alors, on n'est pas... les sujets de data, ils sont clés pour énormément de secteurs, pour la santé, pour l'environnement, aujourd'hui, c'est clé. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit que l'environnement, c'est le croisement entre les besoins d'une population, entre les problématiques d'un écosystème naturel local et aussi tout un univers qui tourne autour du scientifique. Et comment on peut développer des entreprises nouvelles qui vont servir de répondre à un besoin, de servir une politique publique et de valoriser ce qui se fait en termes de science. Pour ça, on a besoin de data. Si on n'arrive pas à mesurer l'impact, si on n'arrive pas à prouver que l'innovation que l'on développe et quand on la met sur les territoires, quand on plante des arbres, certains financeurs vont nous dire mais
combien j'ai réussi à capter de carbone. Eh ben, ça, en fait, on va travailler avec des laboratoires de recherche qui vont nous dire que telle plante va permettre de capturer tel niveau de carbone en fonction de la maturité de la plante et qu'au bout d'un certain temps, il va falloir la couper, la valoriser en biomasse parce qu'elle a fini de stocker le CO2, elle ne va pas pouvoir aller au-delà. Tout ça, effectivement, c'est énormément de données. Et ce qui est intéressant dans ces données, c'est qu'on donne un rôle central aussi aux scientifiques qui vient pendant scientifiques dans les années 90 jusqu'aux années 2000. En fait, on avait du mal à faire ce transfert, en tout cas en France, ce transfert technologique entre la recherche publique et la start-up. Et je pense que depuis la naissance des pôles de compétitivité, c'est une politique publique en France qui date de 2004 et qui s'appuie effectivement sur le fait de dire qu'en France, on a une recherche d'excellence qui est l'une des meilleures recherches mondiales. Mais comment on peut faire en sorte que les fruits de cette recherche, on puisse les transférer, les faire travailler avec des entreprises naissantes comme des startups parce qu'elles sont hyper agiles, ou avec des entreprises de taille un petit peu plus mature qui peuvent déployer des projets un petit peu plus grands et d'envergure, notamment à l'international. Donc aujourd'hui, effectivement, la data, elle est clé. Et on s'aperçoit bien que même elle est tellement clé qu'il y a des problèmes de sécurité de cette data qui naissent. Donc j'ai entendu effectivement la problématique de la blockchain, c'est une des façons de répondre et de donner en fait une information juste aux citoyens. C'est-à-dire que demain on va arriver pour résoudre une problématique de pollution des sols. Et imaginons qu'il y ait une usine qui est polluée pendant des années, qui est versée des métaux lourds dans les sols et les sous-sols. Arriver et mettre des capteurs dans les nappes phréatiques, faire de la remontée satellitaire pour voir comment évolue en fait la nappe de pollution, parce qu'elle va partir dans les fleuves, puis elle va partir dans la mer, et on va s'apercevoir que dans cette pastille-là de la mer, il n'y a plus de coraux, il n'y a plus de poissons. Tout ça, on va pouvoir le tracer, et tout ça, on arrive à le tracer grâce à la data et à cette compilation de données qu'on arrive à faire aujourd'hui, qu'on n'arrivait pas à faire avant. Ça veut dire très concrètement que dans les startups qui autrefois auraient réuni peut-être des ingénieurs agronomes, peut-être des mécaniciens, peut-être etc., aujourd'hui on voit des data scientists qui sont recrutés, qui sont mobilisés. Alors c'est le poste clé, c'est le poste le plus rare d'ailleurs, c'est le poste le plus cher, c'est-à-dire que des fondateurs de startups se payent moins cher que les data scientists qui recrutent dans leur propre startup. C'est effectivement un élément différenciant et c'est un élément pour la société de compétitivité par rapport à l'offre extérieure. Réussir à avoir une ressource qui permette de connecter. Il y a la connexion, il y a l'interopérabilité aussi qui est vachement importante. L'interopérabilité, c'est en gros entre ce que moi je développe et ce que développe le voisin, ou entre ce qu'un État développe et l'État d'à côté. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on ait la même clé de lecture. Donc cette interopérabilité elle se construit, notamment dans le domaine de la gestion des risques ou de l'observation de la planète. Quand on a un pompier français qui part, je sais pas moi, en Australie pour aider ses homologues australiens parce qu'il y a des grands feux, l'interopérabilité, elle se fait sur des jeux de données, sur comment on va avertir son collègue pompier. Ça va même aller jusqu'à la taille du tuyau et l'embranchement dans la borne. Et à ce stade, du coup, vous, de ce que vous observez au sein du Technopole et de la Pépinière, vous diriez qu'on en a à quel niveau d'avancement ici dans la métropole, et comment est-ce qu'on peut encore progresser justement dans cette analyse des données voilà. Je pense que, comme je vous le disais, il y a 4 grandes technopoles au monde qui vraiment sont sur le dessus, on va dire, de la scène sur ces problématiques environnementales. Et aux États-Unis, à Boston, il y a Greentown Labs, on peut considérer que c'est le leader mondial du développement de startups clean tech. Et qui justement, ces startups clean tech allient à la fois le numérique et le hard, c'est-à-dire concrètement un objet physique qui communique, qui a de l'IoT dedans et qui a de la data, qui se sert de tout ça. Donc il y a Boston. Le deuxième qui est extrêmement bon, c'est Berlin. Alors c'est pas une petite nation, Berlin en Europe, on va dire que c'est l'une des grandes capitales européennes. Après on a l'Australie. L'Australie a une culture extrêmement forte et tournée vers l'environnement. Ça me fait très fortement penser à Madagascar. Et après on a la France et on a le territoire métropolitain qui est vraiment, on va dire que c'est... si la France est une startup nation, je pense que la métropole Aix-Marseille-Provence est la clean tech nation. On a vu effectivement dans une réunion du Technopole les progrès en Australie où l'analyse satellitaire, l'analyse des datas a permis de sauver des dizaines et des dizaines de vies en permettant soit d'évacuer, soit de combattre le feu, parce qu'il ne faut pas aller combattre le feu s'il est en train de vous entourer, et il faut combattre le feu si on est sur le front. Et donc là, il y avait des témoignages tout à fait intéressants qui montraient que c'est très concret, c'est très opérationnel, c'est pas de la littérature ou de la science-fiction. En Australie, ça a servi à limiter les dégâts et les pertes humaines sur les grands incendies qu'on a connus. Max Fontaine, quand vous entendez tout ça, vous vous dites, il y a encore du chemin à faire, je pourrais peut-être aller faire mon marché
à la pépinière de l'Arbois chez Frédéric Guilleux, ou aller demander aux satellites là, s'ils ne pourraient pas nous éclairer un petit peu plus? Comment vous voyez toutes ces technologies qui arrivent? Oui, il y a du chemin à faire, mais je vois surtout des ponts à construire. Encore mieux si on peut le faire entre nations africaines aussi. Je trouve qu'il faut développer de plus en plus ces coopérations sud-sud. Par rapport aux ponts qu'on peut construire avec les pôles d'innovation comme celui de Aix-Marseille, on voit souvent, par exemple, on parlait tout à l'heure du rapport Europe-Afrique, par exemple, pour les innovations, etc. Ce qu'on voit trop, je trouve, à mon goût, c'est les aides d'urgence, par exemple, quand on vient d'Europe avec des pays comme Madagascar, alors qu'on peut construire sur des sujets de fond et durables. Donc, pour le même montant d'aide d'urgence qu'on envoie à Madagascar, la France pourrait aussi mettre en avant des startups innovantes françaises qui viennent apporter des solutions concrètes qui pourraient être appliquées à Madagascar. Et ça, je pense, ça peut être des très bonnes relations et avec un vrai fond et durable. C'est une super idée, ça. Voilà. Je crois que c'est ce que plaide le réseau Africa Link depuis longtemps, de passer de l'aide effectivement au développement et développement d'entreprises et de trouver des ressorts privés pour développer tous ces projets. Sekou Ouedraogo, quand vous entendez tout cela, vous pensez que sur le spatial, il y a des choses qui sont à portée de main, ou est-ce que vous dites on est dans la pédagogie, on essaie de convaincre, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont faisables dans les 3-4 années qui viennent, qui vont permettre de résoudre, de s'attaquer à ces problèmes concrets? Il y a des choses qui existent, effectivement. Il y a des projets, par exemple, au niveau du lac du Tchad. Donc, il y a un projet qui a été conçu par l'UNESCO qui avait pour objectif de justement regarder l'altimétrie et la hauteur des fleuves. Donc, c'est des choses qui permettent en fait aux autorités d'avoir des outils pour pouvoir agir sur le terrain. Des choses qui existent et qui sont. C'est un projet qui est 2017, je crois. Donc ça, c'est quelque chose de concret qui est utilisé. En 2016, il y a eu des feux au Sénégal. Donc ils ont été capables d'avoir en fait des informations pour pouvoir justement voir où est-ce que en fait le feu était le moins actif, s'il y avait des risques qui reprennent. Donc ça permet de donner des outils au personnel, au public, quoi, enfin à l'État pour pouvoir agir. Donc il y a des projets comme ça qui existent un peu partout sur le continent. Après, il faut que ce soit un peu plus... Vous pensez toujours qu'il faut une agence spatiale africaine pour traiter tout ça? Mais c'est déjà le cas, elle existe, l'agence. Hein. Oui. Elle existe depuis 2018. Juste après la parution de votre livre, là? Je crois, mais bon, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Est-ce qu'il y a un lien de Depuis cause à effet? 2018, elle existe, elle est au Caire, en Égypte. D'accord. Donc il y a tous les chefs d'État qui ont signé l'acte constitutif. Et puis, depuis à peu près un mois, là, il a été décidé par l'Union africaine de concevoir les murs. Et il commence à trouver justement une architecture pour les ressources humaines, en fait. Voilà. Donc, elle existe. Et l'objectif de l'agence, ce sera de coordonner la politique et la stratégie spatiale du continent. Donc, être un peu un organe un peu au-dessus des nations, qui sera là pour les aider, mais pas pour prendre leur place, en fait. D'accord. Voilà. Et puis répondre à l'agenda 2063 de l'Union africaine. D'accord. Frédéric Guilleux, les entreprises qui sont chez vous, elles regardent un petit peu le continent africain, elles pensent qu'il y a peut-être quelque chose à faire, ou elles sont trop branchées sur leur propre innovation en train de... Ah non, elles le regardent, elles sont issues du continent africain, puisqu'effectivement, on a pas mal de startups qui sont venues se localiser, qui viennent de Côte d'Ivoire. Je salue Ange-Frédéric Balma avec l'IFILED, je salue le Sénégal avec Doudou Tamba, Tamba Labs, je salue Mehdi Berada qui vient du Maroc. Donc effectivement, on a pas mal de porteurs de projets qui viennent localiser effectivement leur activité, parce qu'effectivement, on a des passerelles qui sont énormes, des passerelles culturelles, on est extrêmement proches. Je le dis souvent, même si c'est pas pour me fâcher avec mes amis lillois, mais on est beaucoup plus proche de l'Afrique depuis Marseille, en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, qu'avec certains pays européens. Et que si on arrivait effectivement à former cette union entre l'Europe et l'Afrique, on serait la première puissance mondiale. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est toutes les études sur les investissements directs à l'étranger. Donc on a une culture qui est extrêmement proche, on a une façon de faire qui est... on est très à l'aise les uns avec les autres. Donc quand un doudou me dit, eh ben, moi je veux développer une technologie permettant de valoriser une plante qui est ancestrale chez moi, qui est le moringa, et que grâce à ça, je vais pouvoir faire du répulsif contre les moustiques, une crème qui va durer 3 heures ou 4 heures sur la peau, mais j'ai besoin de l'homologuer, j'ai besoin de travailler avec les labos d'Aix-Marseille Université sur le sujet. Donc il vient chercher des chercheurs
ils recrutent sur le territoire. Et tout ça pourquoi? Pour développer de l'activité, pour faire du bien in fine à son pays et à son continent, parce qu'on sait très bien que c'est l'une des problématiques les plus fortes là-bas. Quand on a un Mehdi Berada qui vient sur le territoire en disant moi j'ai voulu au départ me développer au Maroc parce que du coup je fais des concentrateurs solaires et que là-bas j'ai énormément de soleil, mais que en fait j'ai voulu partir trop tôt parce que je suis toujours en phase de R&D et la R&D on ne sait pas le financer au Maroc, donc je viens sur le territoire provençal parce que vous êtes bon sur ces thématiques-là, aidez-moi, trouvez-moi des partenaires, trouvez-moi des financeurs, effectivement mes ingénieurs ils seront ici, mais l'électricité vous savez bien que je vais la développer là-bas. Nous on dit c'est pas de souci, on sait très bien qu'il y a des choses sur lesquelles on peut pas l'outil en France, et au contraire si on peut apporter notre pierre à l'édifice c'est pas plus mal quoi. Donc oui, il y a énormément de choses à faire parce que du coup on est dans le même écosystème, dans le même berceau, et qu'on a une culture extrêmement forte et proche les uns avec les autres quoi. Merci Frédéric de cette belle conclusion de notre débat. Merci d'avoir participé à ce débat sur le numérique au service du vivant et de la biodiversité, qui semblait une question un peu abstraite et qui était une question très concrète grâce à vous. Merci d'avoir suivi ce débat. Merci à Max Fontaine, donc fondateur de Bondi. Merci à Frédéric Guilleux, directeur du Technopôle de l'Arbois. Merci à Sekou Edra Ogo, président d'African Aeronautics and Space Organization. Merci à tous, à bientôt.